Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le blog Kukulmelong. Donc ici, on va voir comment faire une simple injection dans un processus à partir d'un malware en C++. Donc toutes les vidéos que je fais ici ou les articles qui sont ici, ce sont des posts, ce sont des proof of concept qui sont seulement pour objectif d'être éducatifs. C'est pour apprendre des choses, c'est pas pour faire des bêtises à l'extérieur. On est ici pour faire avancer la sécurité, au contraire, pas pour la faire reculer. L'auteur de ce blog et moi-même, je ne prends aucune responsabilité sur tous les dommages que vous pouvez causer. Si vous faites des bêtises, c'est de votre responsabilité. Donc, nous allons parler de injection de code. Donc, qu'est-ce que c'est de l'injection de code et pourquoi nous faisons ceci? La technique de l'injection de code est une méthode simple. Quand un processus, dans notre cas c'est notre malware, on injecte du code dans un autre processus en cours. Par exemple, nous avons un malware qui a été attrapé depuis une attaque de phishing ou un trojan qui a permis de le délivrer à notre victime. Ou tout ceci a pu être exécuter notre code. En fait, il a pu lancer notre injection. Pour la plupart des raisons, nous voulons que notre charge utile fonctionne sur un différent processus. Pourquoi nous avons besoin de faire ceci? Donc dans ce poste, nous ne considérons pas que c'est la création d'un trojan, mais pour notre exemple, nous disons que notre charge utile doit s'exécuter par exemple dans Word.exe, qui a un temps limite de vie assez court. Et en fait, une fois que la personne aura fini de taper son texte ou aura exécuté son travail, il va forcément fermer le programme Word. Donc disons que nous avons réussi à avoir un shell distant, mais que notre victime ferme Word.exe. Donc dans notre situation, nous devons migrer vers notre processus. C'est ce que je viens de dire en fait. Avant que la personne ferme Word.exe, il faut peut-être le migrer dans un processus où, par exemple, il y a moins de chances qu'il soit fermé. Par exemple, il y a un processus qu'on utilise le plus souvent, par exemple, c'est le processus d'impression. Donc on sait que des fois, ce processus est résident en mémoire pendant tout le temps de la session, donc c'est peut-être des bonnes idées d'utiliser des processus comme celui-ci. Donc il dit on est obligé d'aller sur un autre processus si nous voulons préserver notre session. Dans ce post, nous allons discuter à propos des techniques d'injection de charge utile en utilisant l'API de débugage. Premièrement, nous devons préparer notre charge utile. Pour une question de simplicité, nous allons utiliser MSVenon. Donc MSVenon, en fait, c'est un outil de Metasploit. Donc on va créer avec MSVenon notre charge utile depuis Kali Linux ou Parrot dans mon cas. Ça peut être de n'importe quelle distribution Linux, hein, du moment que vous pouvez installer MSVenon ou la suite d'outils de Metasploit, vous pouvez utiliser ceci. Donc la première chose à faire, c'est que avant de créer le MSVenon, comme on voit ici qu'on a le lhost et le lport, le lhost, il faut connaître l'adresse IP de la machine attaquante dans reverse shell. Et aussi demander sur quel Windows on est sur la machine victime. Donc regardons ceci. Pour regarder l'adresse IP sur la machine attaquante, sur une Kali Linux, sur une Parrot ou sur une machine en Linux en général, on fait IPA. Et là, je vois que mon adresse IP c'est 192.168.1.55. Donc ça trouve chez vous, ça sera autre chose. Pareil sur Windows, on va savoir quelle version de Windows on a ici. Donc on peut faire Windows R et on tape WinVer. Et en tapant WinVer, on a la version de Windows. Donc on sait qu'ici on est sur Windows 10 et que Windows 10 fonctionne exclusivement sur une architecture x86 en 64 bits. Microsoft a abandonné depuis longtemps l'architecture 32 bits. Donc maintenant qu'on sait que c'est sur du Windows 64 bits, donc on fait un Windows en shell x86 reverse shell, et on va mettre la bonne adresse IP et le bon port, et avec le flag F qui veut dire le type de fichier qu'on veut mettre, donc nous ça sera du langage C. Donc on va faire notre propre commande. Donc là on a dit que notre adresse IP c'est 192.168.1.55, qu'on a bien sûr du Windows x86, donc du 64 bits, donc c'est du i64, et on veut un reverse shell. On ne veut pas en UDP, on veut un simple reverse shell avec connexion TCP et pour du C. Donc, on le génère, ça peut prendre un peu de temps. Et là, on a la partie pour le C++ de notre charge utile. Donc ça, on copie, on le sauvegarde pour plus tard.
Donc comme ici, il dit que notre attaquant ici, il a 19.1.6, donc nous c'est 192.168.1.55, notre machine attaqueur, donc c'est l'IP, et le port 4444 du port qui doit être écouté plus tard. Donc ici, on va démarrer avec notre simple code C++ malware. Donc ça, c'est le premier code qu'on avait vu dans l'évasion partie 1. Donc ça correspond à la première vidéo sur les malwares, juste après la création du laboratoire. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ceci, revoyez cette vidéo que j'ai faite ou allez sur son blog pour voir cette partie-là. Donc il a refait un copier-coller de exactement le même chargement de payload et il a changé le payload qui était là avec celui-là de MS Venom. Donc nous ça correspond à ici. Donc on va remplacer son payload par le nôtre. Donc la charge utile par le nôtre parce que nous on n'a pas la même adresse IP, pas forcément. On fait un copier. Alors on copie pas le listener charbuf parce que c'est pas le même. Hein. Et on regarde ici, c'est by payload. On fait coller. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et on va expliquer un peu ce qu'il va faire. Donc là, il va allouer le buffer payload. Donc ça, il va le mettre en deux temps pour pas faire détecter par les antivirus. En fait, pour faire moins détecter plutôt, parce que les boutons antivirus vont être détectés. Donc là, il le charge en commit, en lecture, écriture. Une fois qu'il a fait ceci, il copie ceci dans la mémoire, notre buffer. Et après, cette page mémoire, la virtual protect, là, il la rend exécutable et seulement lisible en mode lecture. Une fois que ceci est fait, il crée un nouveau thread et il exécute dessus en deux temps grâce à wait for single object. Il fait la même chose ici. Donc maintenant, on se regarde et il faut compiler ceci. Donc il compile avec le cross-compilateur MinGW32. Donc on va faire ça. Donc ici, on lance un compilateur, on met bien le fichier source qui s'appelle evil.ccp. On veut en sortir en output là, le nom du fichier à la fin qui s'appelle evil.exe. Et on lui met quelques paramètres au niveau des fonctions de section qu'on compile, les sections, on met les exceptions, le merge, les constantes. Alors le plus important c'est les statiques. Donc tout qu'on compile en statique, ça veut dire que toutes les librairies les parties importantes, genre les méthodes et tout ça, ou les fonctions, vont être incluses dans le fichier binaire final. Comme ça, si on a des manques de DL sur le système host, on va exécuter le programme. S'il y a des fonctions qui manquent ou des librairies qui manquent, le programme les aura quand même en interne et il va s'exécuter. Donc, compilons-le. Donc là, on voit qu'il y a Evil X qui a été mis. Et maintenant, nous allons transférer sur la machine Windows. Donc normalement, c'est on l'envoie en faisant du phishing, on trouve une méthode pour le envoyer. Donc nous, on va l'envoyer grâce à une commande netcat. J'avais créé une émulation sur Windows. Donc vous retrouvez ce fichier-là dans mon GitHub. Donc grâce à celui-ci. Donc on va faire ça. On ouvre un PowerShell. On va dans Shell injection. Et là, on a le NC émulation. Donc là, on le met en attente sur le port émulation PS1. Donc là, il va attendre que l'on envoie le fichier. On peut lui envoyer le fichier. Donc pour lui envoyer le fichier, il faut faire un NC et il faut avoir l'adresse IP de celui-ci. Donc pour avoir l'IP d'adresse de celui-ci, soit vous cliquez sur le réseau là, soit on ouvre une invite de commande en faisant CMD, on peut faire ipconfig. Et là, on voit que notre adresse IP, c'est 192.168.1.26. Donc, là, on sait qu'il faut mettre 192.168.1.26. Ça a été configuré pour le port 4444. Et là, on lui met un temps d'attente de 3 secondes. Et on veut lui mettre le fichier eval.exe. On fait entrer. On attend 3 secondes. Là, c'est fini. Et normalement, si on regarde sur le desktop, donc sur le bureau, on a quelque chose qui s'appelle shell. Donc ça devrait être bon. Donc là, il dit on fait fonctionner ceci, le reverse shell sur notre victime. Donc pour faire fonctionner sur notre victime, notre reverse shell, sur la machine de l'attaquant, on le met en mode listening. Donc il va écouter le port 4444, donc NP, donc mode listening, écoute, on verbose le port, donc P port 4444, il attend. Et nous, on va exécuter notre shell.exe, voir si le reverse shell fonctionne. Il fonctionne, il n'y a pas de problème. On a accès au shell injection. Donc là, ceci, on peut faire un WMI pour voir si c'est bien ça.
On même peut regarder même ipconfig, voir si on a la bonne adresse IP. Ici, on a bien le 192.168.1.26. Donc, on est bien sur la bonne machine. Donc là, on peut voir que tout est OK. Donc, je viens de vous montrer, c'est OK. Et alors, pour enquêter, donc pour aller plus loin sur le eval.x, donc nous, c'est pour le shell.x, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Process Hacker, donc qui va permettre de nous voir le processus. Donc Process Hacker est en fait un logiciel open source qui nous permet de voir les processus qui sont en train de fonctionner sur une machine et identifier le programme qui consomme du CPU ou identifier les connexions réseau qui sont associées avec ce processus. Donc la première chose, c'est de l'installer. Donc il faut aller sur le site. Donc on copie le lien, donc on colle le lien dans le navigateur. Donc là, on est sur le site Process Hacker, donc il faut le télécharger. Donc on télécharge Process Hacker 2932 setup.x. Une fois qu'on a le fichier là, on clique dessus, on autorise l'application s'installer, on accepte la licence, les termes de la licence, on accepte le chemin. Ici, il n'a pas besoin de cocher les options. On fait Next. Là, vous pouvez créer un raccourci pour vous seulement ou pour tous les utilisateurs. Ça dépend si vous voulez que tous les utilisateurs ou non aient accès à ce logiciel. Et là, vous n'êtes pas obligé de le lancer. Donc, normalement, vous devrez avoir l'icône qui apparaît sur le bureau. Donc là, on peut voir en exécutant ce shell si on peut faire fonctionner ceci. Donc faisons un test pour voir si ça fonctionne. Donc on remet en mode listening. Il faut démarrer avant Process Hacker. On exécute le shell. Et normalement, en bas là, si on scroll, on devrait avoir un truc qui s'appelle shell. Et on voit les différents processus. Donc on voit le processus shell, on voit le connexion host, donc la connexion, et CMD, donc en fait le shell qu'il a mis dedans. Donc en fait il y a plusieurs processus dedans. Dans Network, on peut avoir la connexion. Donc là, tout ce qui était en écoute est établissé. Donc connexion établie. Donc on trie par nom, donc on va trier par ordre alphabétique. Et on regarde si on a un processus qui s'appelle shell. Donc là, on en voit un. On voit qu'elle se connecte au remote address parrot 4444. En fait, il doit faire un DNS et donc il reconnaît le nom de domaine de système d'exploitation. Mais ça correspond bien à l'adresse IP 192.168.1.55. Ouais. Par exemple, si vous faites clic droit, traceroute, donc clic droit tool traceroute, on voit l'adresse IP 192. 168.1.55. Vu que là c'est une machine virtuelle, il n'y a pas de routeur, etc. entre le client et entre l'attaquant et la victime. Donc là il dit, comme on a vu là, une fois qu'on est sur l'onglet réseau, nous pouvons voir le processus qui a établi la connexion. Donc nous c'était 192.168.1.55. Comme il y avait un DNS, donc le remote address on est bien parrot. Mais on a vu que si en faisant clic droit et tool et trace route, on pouvait voir la vraie adresse. Donc injectons notre processus de charge utile. Injectons notre charge utile dans le processus. Par exemple, on peut l'injecter dans cal.x. Donc si nous voulons faire un pivot sur le process cible ou en d'autres mots, si on veut que notre charge utile s'exécute quelque part sur un autre processus sur la même machine, par exemple, on va faire un exemple avec calc.x. En fait, un pivot, ça veut dire qu'il va sauter d'un processus à un autre. Il va utiliser un processus pour fonctionner, une autre instance de processus. Ça peut être aussi pour le réseau, pour autre chose. Hein. Le pivot, c'est juste un changement, c'est juste se servir d'autre chose pour sauter d'un endroit à un autre. Donc, la première chose, on a notre charge utile. Donc ici, chez nous, ce sera shell.x et sur le site evel.x, donc sur le calc.s. La première chose, c'est d'allouer assez de mémoire dans notre cible, donc dans notre process, et le buffer, en fait, où on va mettre notre payload, doit être au moins à la taille de notre charge utile. Bah oui, c'est logique. Hein. Si on a une taille de mémoire plus petite que notre charge utile, on ne pourra pas le mettre complètement dedans et il ne va pas s'exécuter correctement. Donc là, on va allouer de la mémoire. Donc quand vous copiez notre charge utile sur notre cible, notre processus cible calc.x dans
la mémoire qu'on lui a allouée. Donc là, on a alloué assez de mémoire pour mettre notre payload dessus. Donc une fois que ceci est fait, on va copier notre charge utile dans le buffer qu'on a alloué dans notre processus calc.exe. Donc une fois que ceci est fait, donc il y a la copie. Et nous demandons au système que, d'une fois que c'est copié, d'exécuter notre charge utile dans notre cible, dans notre processus qui est dans calc.exe. Donc là, on voit bien qu'il est exécuté. Donc, voyons notre simple code, donc la logique de notre code. Et maintenant, la combinaison la plus populaire qu'on peut utiliser, en fait, c'est d'utiliser les API Windows qui sont des implémentations pour débugger le code. Donc ça, c'est intéressant, c'est en fait, on n'est pas obligé de refaire la roue. On va utiliser des fonctions qui existent déjà dans les API de Windows. Donc ça, c'est fait normalement pour pour débugger du programme, voir s'il y a des problèmes, mais là, on va l'utiliser en tant qu'injection de code dans un processus. Donc, on remet le code qui est ici. Il ne faut pas oublier de remplacer notre charge utile par la nôtre, parce qu'on n'a pas la même adresse IP. Donc, retournons sur eval. Donc là, comme je dis, il faut remplacer le charge utile par la nôtre. Donc, ça ne va pas fonctionner. Hop, on l'efface. On copie, on colle. Alors, on vérifie et on sauvegarde. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc, la première chose que nous allons avoir, c'est d'obtenir le PyID de notre process. En fait, c'est l'identification de notre processus. Chaque processus sur un système d'exploitation comme Windows ou même sur Linux, c'est un numéro. Vous pouvez entrer ce PID nous-mêmes. En fait, on va nous-mêmes mettre le numéro. On ne va pas faire quelque chose d'automatique qui va faire ceci. Donc la première chose, c'est qu'on fait un open process. Donc en fait, il récupère le PyID à partir de l'argument du programme. Donc on va lui taper quand on va exécuter le programme. Et l'open process fonction est fournie par la librairie kernel32, donc le noyau. Donc ça, on peut le voir. Donc c'est ici, première chose, par process. Donc là, il va être envoyé donc l'argument. Donc quand on va taper par exemple eval injection, on va mettre le numéro de processus. Donc là, vu que l'argument c'est une chaîne de caractères, on va avec atoll le transformer en entier et avec open process, on va ouvrir le processus à partir d'ici. La prochaine étape, c'est d'utiliser virtual alloc x, ce qui nous permet d'allouer de la mémoire dans le buffer sur le processus distant. Donc en fait, le processus distant, c'est le processus cible. Dans notre exemple, c'est le processus calc.exe. Donc la première chose est fait une virtual alloc. Donc là, il alloue le processus. Après, il y a le write process memory qui permet de copier les données entre le processus et notre charge utile. Donc on va mettre, une fois que c'est dessus là, on va le copier dans le buffer du processus distant calc dedans, le payload. Et là, après, on va créer notre propre thread à l'intérieur du processus cible calc, donc similaire à create thread. Donc là, on met remote parce que c'est un processus distant, c'est pas le même processus en cours. Et cette fonction doit fonctionner dans un nouveau thread. Donc, si on regarde, c'est ici. Donc, allocation, écriture, donc copie dans le processus distant, création du thread pour exécuter le processus distant. Et après, on ferme le thread. Donc, compilons le. Donc, on va le compiler avec la même chose que la première fois qu'on a fait, en statique, évidemment, pour pas avoir de problème de librairie. Donc là, on va le compiler. Donc, on est bien sur evil injection sur CP et sur evil tout. Donc là, c'est bon. Et en statique, on attend que ça compile. Et là, c'est bon, la compilation s'est passée sans problème. Alors, maintenant, on va l'injecter dans notre système Windows. Donc, on fait nc émulation. Et là, on va l'envoyer à la machine distante. Donc, ça, vous avez déjà expliqué 10 000 fois quoi ça fait, hein, le timeout. Et là, on met evil tout. On regarde si ça a bien été écrit sur le bureau. Là, ça a bien été écrit sur le bureau. Donc là, on l'a bien transféré. Donc là, il dit qu'il faut préparer la machine à écouter et on doit exécuter, voir s'il exécute bien la calculatrice et si on voit bien que notre machine a injecté ceci. Donc, et là, on doit voir le processus de notre calculatrice avant pour que ça fonctionne. Donc, faisons ceci. Donc là, on met en mode écoute. Donc, on fait nc, on écoute, on met en mode verbose, on met le bon port, on met en 4440. 4. Allons sur le PowerShell. Alors, ouvrons Notepad, la calculatrice ça fonctionne pas. Recherchons le processus de Notepad. Donc, on trie par nom et on voit que notre processus est 8188. Donc exécutons
notre shell avec le bon PyID. Donc le PyID 8188. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc sur le blog, moi avec la calculatrice, il doit y avoir des protections. Mais si ça fonctionne pas chez vous avec la calculatrice, essayez avec un autre processus, par exemple Notepad, qui est moins protégé et ça fonctionnera. Donc là, on voit que le processus de ID calc est le même que notre Evil. Donc en fait, nous, ça va être le Notepad qui va être le même que notre Evil et qui va créer la commande cmd pour faire notre shell et sur le réseau, donc l'onglet network, notre charge utile a bien été exécutée parce que calc.exe a établi ici la connexion. Donc nous, chez nous, c'est Notepad qui a bien mis la connexion. Donc regardons si ceci est vrai. Donc là, maintenant, on voit que c'est Notepad qui est bien là et qu'on a eu deux processus qui sont été établis. Donc là, on a eu le processus CMD qui est 2812, donc on dit qu'il a été exécuté, plus le COS qui permet d'établir l'exécution. Donc regardons si sur le réseau, Notepad a bien établi une connexion. Donc on va sur Network, on trie par nom. Donc en triant par nom, on voit que là en bas il y a Notepad et qu'en remote address, on a bien notre nom de domaine de notre machine qui attaque sur le port 4444. On peut me vérifier en tool et traceroute qu'on a la bonne adresse IP 192.168.155. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, nous allons enquêter sur calc.exe. Donc nous, ça sera sur notepad.exe processus. Et allons dans la mémoire et regardons dans le buffer de la mémoire qui a été alloué. Et si on regarde dans notre code source, nous avons alloué notre exécutable en tant que exécutable et en lecture dans la mémoire du buffer. Donc si on regarde le code source. Donc il faut regarder le deuxième fois où on copie. Donc là, ici, on voit que c'est mis en exécutable et lecture. Donc on va regarder dans Notepad. Donc on fait double clic dessus. On va dans Memory. Là, on agrandit la fenêtre qu'on voit pas bien. Et là, on a les protections. Donc tout ce qui est RW, ça veut dire lecture, écriture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lecture exécutable. Donc c'est R et X. Donc on scroll jusqu'en bas et on regarde dans R et X. Et on regarde dans les DLL, dans les librairies que normalement Notepad ne doit pas faire. Normalement, en fait, Notepad c'est juste un logiciel pour faire des notes. Et si on voit quelque chose qui permet de établir une connexion, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Par exemple, là, on voit bien, on a Win32U qui permet de faire une connexion. Normalement, ça ne devrait pas exister. Pareil, là, on a WS232, pareil, ça fait une connexion, donc ça ne devrait pas exister aussi. Donc, on voit qu'il y a des librairies qui sont injectées, qui sont appelées par notre processus. Donc, en fait, c'est dans notre payload que ça s'est chargé pour initier la connexion et que ça ne devrait pas être le cas pour un simple logiciel comme le bloc-notes. Donc là, il dit pareil. On voit une grande région de mémoire de calc.exe, donc c'était Notepad. Comme je l'ai expliqué, normalement, on ne devrait pas avoir WS32DL qui doit être chargé dans les circonstances normales, car ce module est responsable des managements des sockets. En fait, management des sockets de connexion entre sur le réseau. Donc ici, nous pouvons voir qu'on a injecté notre code sur un autre processus. Là, on le reconnaît bien, image commit, la bonne adresse, notre 64 kilobits qui a été alloué pour faire fonctionner le payload. Pas pour faire fonctionner le payload, mais c'est ce que la DL consomme. Donc, nous pouvons injecter notre code dans un autre process, mais il y a un problème. Ouvrir un nouveau process avec l'écriture en access est soumise à des restrictions. Une des protections qui est obligatoire est l'intégrité contrôle, donc MC. Donc en fait l'intégrité contrôle et vérifie s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé dedans. Si quelque chose qui a bougé, l'intégrité est plus bonne, donc la protection se met en place et ça fonctionne plus. Donc MXC est une protection, une méthode de contrôle qui a des accès basés sur les objets de l'intégrité level. Donc on a plusieurs niveaux d'intégrité. Donc nous avons 4 niveaux d'intégrité. Donc le low level, le bas level, ce process ont des restrictions sur l'accès sur la plupart des systèmes. Donc par exemple Internet Explorer. On a le medium level et par défaut sur quasiment tous les processus qui sont démarrés par les utilisateurs non privilégiés. Et de même par les utilisateurs administrateurs si l'UAC est activé. Donc en fait c'est la protection là, une AC là qui nous dit vous voulez être sûr de faire ceci, etc.
dire c'est la protection. On a le haut level, ce processus fonctionne sur les privilèges administrateurs. Et on a un système level par le système user, donc les utilisateurs système. C'est généralement le level des services système et des processus qui ont besoin de la plus haute protection. Il y a un espace kernel et tout ça, c'est avec ça, tu fais tout ce que tu veux. Alors pour maintenant, nous n'allons pas plus haut. Après, on verra si on ira plus loin ou pas. Ici, vous pouvez avoir plus de docs pour aller plus loin. Comment Virtual Process fonctionne, Write Memory Process, on crée les mémoires, comment ouvrir un processus. On a le GitHub du blog, donc vous aurez lui, donc ça fonctionnera, et le mien. J'espère que ce post a été utile pour une entrée en level, en niveau, dire un truc de débutant, en tant que pentester ou de Rittemer ou d'équipe rouge, et même pour les professionnels. Donc là, c'était assez intéressant. On a vu que depuis qu'il a fait ceci et cela, il y a des protections qui ont été mises en place. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour pour voir ce que je peux améliorer ou pas. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.